Donc bonjour à tous et à toutes. Euh, je suis Gilles Subra, je suis le directeur du collège doctoral de l'Université de Montpellier et aujourd'hui je suis particulièrement heureux d'animer cette table ronde au sujet des métiers de la recherche et de l'innovation et surtout essayer de vous donner l'envie de devenir docteur. Alors pour cela, on a réuni autour de cette table virtuelle euh, 5 personnes, dont moi, et je vais les laisser se présenter à tour de rôle. Alors je commence du coup. Bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de venir présenter un petit peu mon métier et les différents métiers de la recherche et de l'innovation. Donc je suis Bénédicte Fauvel. Je suis chef de projet dans une entreprise publique-privée, on va dire, sur Montpellier. Et donc moi j'ai un cursus justement de l'université de Montpellier puisque j'ai obtenu un doctorat de l'école doctorale biologie santé. Puis par la suite, j'ai effectué un post-doctorat dans une entreprise privée dans l'industrie pharmaceutique, donc c'est l'entreprise Sanofi. Et par la suite, j'ai participé à la création d'une start-up, c'est-à-dire une petite entreprise qui visait également à développer des médicaments. Et c'est en 2016 que j'ai rejoint donc cette société, la SAT Accélère, pour essayer d'aider les chercheurs, les doctorants, les post-doctorants, les ingénieurs et les médecins à valoriser la recherche qu'ils font dans leurs laboratoires ou dans leurs hôpitaux pour pouvoir la mener vers le marché et donc pour pouvoir finalement en faire des produits commercialisables. Voilà, je laisse la parole à John. Bonjour, merci aussi de cette invitation. Donc moi je suis PUPH, c'est-à-dire professeur au CHU de Montpellier et professeur à l'Université de Montpellier. Et je suis responsable sur le CHU d'un département, le département d'ingénierie cellulaire et tissulaire, qui va préparer les cellules et les tissus pour les patients, pour faire des greffes de cornée, greffes de moelle osseuse. On est aussi banque de sang placentaire, en tout ce qui est cellules et tissus qui sera administré à un patient. En 2 mots, mon parcours, c'est d'abord d'être médecin. Alors, j'ai fait des études de médecine à Nîmes et ensuite à Paris. Et ensuite, en plus, j'ai fait une thèse de sciences. Donc, j'ai obtenu un deuxième doctorat, un doctorat en sciences, cette fois-ci à Montpellier. Et ensuite, j'ai commencé une carrière au CHU de Montpellier, d'abord comme MCUPH, j'y reviendrai, et ensuite maintenant en PUPH, avec une triple fonction, à la fois responsable de ce département hospitalier, mais également animateur d'une équipe de recherche et enseignant à la faculté de médecine. Et si je peux rajouter quand même que, et ça va rebondir sur ce qui a été évoqué par Bénédicte Fauvel, je suis co-créateur de 2 startups, donc 2 petites sociétés, qui sont issus de mes travaux de recherche et dont l'une a été valorisée grâce à la SAT, à XLR. Merci beaucoup, John. Valérie, Okay. on te laisse la parole. Oui, bonjour, donc moi je suis Valérie Borel, je suis maître de conférence à l'Université de Montpellier. J'ai eu mon doctorat en 2004, j'ai fait mes études à Toulouse, donc à l'Institut national polytechnique de Toulouse. Après, pendant 2 ans, j'ai eu 2 expériences, une dans le privé, dans une société qui s'appelle Artelia en R&D, et puis une autre au CNRS sur un postdoc. Et en 2006, j'ai été recrutée enseignant-chercheur à l'université. Donc là, j'ai 2 métiers, j'ai envie de dire. Le métier de recherche, alors je travaille beaucoup sur les inondations, les événements extrêmes et le changement climatique en France et en Afrique. Et puis, je suis aussi donc enseignante à l'université, en grande partie en master, un petit peu à licence. Et j'enseigne dans des masters en France, en Afrique, en Europe et en Asie. Voilà. Merci. Et notre dernière invitée de marque, c'est Maëva Coste, que vous allez laisser se présenter. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Maëva Coste. Je suis donc doctorante en 3e année au sein de l'école Sciences Chimiques Ballard. Donc mon parcours est un peu plus court que celui des autres. Donc j'ai effectivement réalisé donc une licence et un master au sein de l'université de Montpellier. Et je suis maintenant donc doctorante, doctorante, c'est-à-dire je me forme à être plus tard chercheur. Donc ma thèse est une thèse en chimie avec une interface biologique. Merci beaucoup. Donc l'université de Montpellier
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous la présenter avec quelques chiffres. C'est d'abord une université pluridisciplinaire. Vous l'avez vu au travers des gens qui se sont présentés, hein. Ça va dans beaucoup de disciplines différentes, les sciences sociales, les sciences humaines, l'agro, l'environnement, la biodiversité, la biologie, la chimie, la santé évidemment, mais aussi les mathématiques, l'informatique, la physique et les systèmes. Et la recherche qui est faite dans l'université, à l'université de Montpellier, est organisée justement autour de ces 5 grands pôles de recherche, qui regroupent au total plus de 2300 anciens chercheurs, 2100 autres personnels, des techniciens, des ingénieurs qui aident donc les chercheurs à effectuer la recherche. Ça représente une grande activité de recherche qui se concrétise par plus de 3000 articles scientifiques publiés dans des journaux scientifiques chaque année et près de 600 brevets. Et un budget assez important, hein, 22 millions d'euros de budget par an consacré à la recherche. Alors évidemment, au niveau de la formation des étudiants, puisque l'université, elle sert aussi, et j'allais dire surtout à ça, il y a des très grands domaines de formation qui sont représentés au travers de 17 composantes. Vous connaissez les facultés, par exemple la faculté des sciences, la faculté d'économie, etc., mais aussi des écoles d'ingénieurs. Au total, près de 49 000 étudiants étudient à l'université de Montpellier, qui se répartissent finalement dans plus de 600 diplômes. Donc il y a énormément de choix et de diversité au niveau de l'université de Montpellier, avec un excellent taux d'insertion professionnelle, puisque 9 étudiants sur 10, par exemple, trouvent un métier après leur master, un an après leur master. Et pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui on va vous parler surtout du doctorat, il faut savoir qu'il y a 2200 doctorants qui sont inscrits au collège doctoral de l'université de Montpellier, donc qui représentent en fait les gens comme Maëva, qui sont en train de devenir des chercheurs en préparant leur thèse de doctorat. Alors pour préciser encore un petit peu plus de quoi on va discuter au cours de cette table ronde d'aujourd'hui, on va pas vous présenter tous les métiers de la recherche et de l'innovation, parce qu'il y en a de très nombreux, hein. Il y a de très nombreux métiers qui sont liés à la recherche, hein, des ingénieurs, des techniciens qui sont liés à l'expérimentation, à l'aide, au support, au pilotage, à la valorisation, à la gestion finalement des projets de recherche. Et il y a surtout des chercheurs. Et nous, 40% sont des chercheurs. Nous, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est quels sont les métiers auxquels vous pouvez accéder grâce à un diplôme de doctorat. Et en particulier le métier de chercheur, qui sont finalement les personnes qui sont au centre des activités de recherche, puisque c'est elles qui conçoivent, qui proposent des nouvelles innovations et qui cherchent à faire progresser les connaissances scientifiques au sein de leur discipline. On l'a vu, hein, que ce soit au niveau des sciences qu'on appelle sciences dures, même si j'aime pas trop ce mot, que aussi des sciences humaines. Alors pour devenir chercheur, il faut d'abord avoir un diplôme de master, donc c'est Bac plus 5, mais on peut aussi avoir un diplôme équivalent, donc avoir un diplôme par exemple de grande école, un diplôme d'ingénieur, et la plupart du temps poursuivre ses études comme le fait Maëva, avec un diplôme de doctorat qui va amener jusqu'à Bac plus 8. Alors les chercheurs, il y en a dans les entreprises et dans les organismes publics, mais que ce soit dans les organismes publics ou dans les entreprises, le travail des chercheurs permet de faire avancer et progresser les connaissances, et dans le cas des entreprises, de concevoir des nouveaux produits, des nouvelles solutions techniques qui peuvent être brevetées par la suite. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, il y a 5 grandes questions qu'on va essayer d'aborder avec vous au cours de cette table ronde. D'abord, qu'est-ce que c'est le diplôme de doctorat? Comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir? Finalement, où est-ce que se fait cette recherche-là? Quel débouché on peut avoir lorsqu'on a un diplôme de doctorat, être chercheur, mais aussi peut-être d'autres métiers liés à la recherche, avec quel salaire. Et on va essayer de vous donner aussi un petit aperçu, comme si vous regardiez par le trou de la serrure d'un laboratoire, qu'est-ce qui s'y passe, hein? C'est quoi le quotidien d'un laboratoire, d'un doctorant aussi qui fait sa thèse de doctorat dans un laboratoire. Et finalement, on terminera en essayant de voir quelles sont les qualités principales, la motivation pour être chercheur.
Alors, le diplôme de doctorat, comme je vous l'ai dit, il se prépare en 3 ans minimum après un master. Hein. Il se prépare dans ce qu'on appelle une école doctorale. Alors, une école doctorale, c'est une école qui va être rattachée à une université en général. Et il y a beaucoup d'écoles doctorales différentes. Hein. À Montpellier, par exemple, il y a l'école doctorale sciences chimiques Ballard, pour laquelle, au sein de laquelle Maëva fait sa thèse. Mais il y en a d'autres qui préparent aux différents doctorats qui sont proposés au niveau des différentes disciplines scientifiques qui sont proposées au niveau de l'université de Montpellier. Donc, on obtient son doctorat en réalisant un travail de recherche pendant 3 ans et en rédigeant une thèse de doctorat, qui est un document. Et donc, pour cela, il faut être dans un laboratoire de recherche. C'est ça la particularité d'une thèse, c'est qu'il faut être aussi, accueilli au sein d'un laboratoire qui va vous permettre aux doctorants d'effectuer ces travaux. Alors, je ne sais pas si mes collègues autour de la table, et peut-être on pourrait commencer par Maëva, nous expliquer un petit peu à quoi ça consiste en pratique de rédiger une thèse, d'être inscrit en doctorat. Donc c'est vrai que le doctorat peut faire peur parce qu'on peut se dire c'est 8 ans d'études, donc ça peut être un peu long. Mais au final, il faut pas voir le doctorat comme quelque chose de très théorique en cours où on va avoir des examens, mais plus comme un métier. Donc on va pouvoir travailler sur un projet de recherche pendant 3 ans où on va être encadré. On va avec un salaire qui nous permet d'être autonome totalement. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Donc ce travail de recherche au sein du laboratoire va nous permettre de développer donc beaucoup de compétences et se clôturera par une partie de rédaction que l'on et une soutenance donc devant un jury. Donc il faut vraiment voir ça comme un travail, comme un apprentissage et différemment que si on était en cours. Et est-ce que peut-être tu peux nous dire à quoi ça ressemble pratiquement une thèse, un manuscrit? Il y a beaucoup de pages, il y a quoi dedans? C'est écrit en français, en anglais? Donc la rédaction peut se faire en français ou en anglais, donc ça dépend. Moi, pour ma part, la rédaction se fera en français. Donc ça, il faut pas avoir peur pour ça. Ensuite, donc le manuscrit de thèse va permettre de recenser un peu, d'expliquer un peu tout ce qui a été fait comme mémoire durant les 3 ans de la thèse, avec ce qui a marché, ce qui a pas marché, les résultats. Et tout le cheminement qu'on a fait pendant ces 3 ans qui nous a permis donc de nous former, de devenir docteur, et les résultats qu'on a pu obtenir sur notre projet. Donc voilà, on a une partie qui va être plus axée sur l'état de l'art, ce qui se fait dans le monde en rapport avec notre sujet, et une partie qui concerne réellement nos travaux individuels à nous. Alors peut-être on peut en profiter. Tu as parlé de l'autonomie financière. Et effectivement, la plupart des doctorants bénéficient d'un financement spécifique pour faire leur thèse. Hein. Vous avez les pourcentages en bas. Hein. Ça peut être un financement public, même des financements venant d'entreprises. Hein. Ça peut être un financement pour une bourse pour des étudiants étrangers qui viendraient étudier en France. Et en moyenne, hein, ça représente environ 1750 € brut par mois. Donc ça, c'est une moyenne. Autre chose que tu as mentionné, Maëva, et qui est important aussi de dire, c'est que c'est finalement l'expérience de la thèse pendant les 3 ans, c'est être finalement complètement en proie avec la recherche. Tu es apprenti chercheur pendant 3 ans, mais tu as aussi quelques cours, de la formation, comme tu l'as mentionné, et ça, c'est le travail notamment des écoles doctorales et du collège doctoral, de proposer pendant tout le long de la thèse à l'étudiant des cours, des formations, des ateliers pour pouvoir affiner son projet professionnel et puis se donner des compétences supplémentaires. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de formations que tu as suivies pendant ton cursus, pendant ta thèse? Donc effectivement, on peut le collège doctoral nous permet de nous former et de préciser un peu notre projet professionnel.
Donc moi, pour ma part, j'ai eu des formations qui sont assez différentes. J'ai eu des formations qui sont plutôt techniques, qui sont très ciblées par rapport à mon projet de recherche, concernant par exemple la cristallographie, concernant la spectrométrie, pardon. Mais j'ai également pu réaliser des formations qui concernent plus le management, la confiance en soi. J'ai su aussi également eu des heures de formation qui ont été comptabilisées parce que je me suis investie dans des associations. Donc voilà, on peut vraiment développer différentes sortes de compétences qui vont être à la fois personnelles, mais également techniques. Je voulais peut-être aussi donner la parole à John pour qu'il nous fasse une explication de texte au niveau du mot docteur et doctorat, et qui nous explique la différence entre une thèse d'exercice et une thèse de doctorat. Donc les thèses d'exercice qui concernent finalement les médecins, les pharmaciens, les odontologistes, c'est-à-dire les dentistes notamment, je pense qu'il y a quand même le titre de docteur. Alors je n'ai peut-être pas le grade de docteur, mais c'est pour ça que historiquement on parle des docteurs, les médecins sont des docteurs, mais ça n'a pas du tout le même niveau que le grade de docteur de la thèse d'université. Qui demande beaucoup plus d'études et notamment qui demande de faire cette thèse de doctorat, c'est-à-dire 3 ans de recherche. Je pense que ce qui est important de souligner, ce qui a été dit par Maëva, c'est que la thèse, c'est-à-dire au moins 3 ans, souvent 4 ans de thèse, c'est apprendre à faire la recherche en faisant de la recherche. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur de l'apprentissage un peu théorique avec quelques TP par-ci par-là, on est vraiment sur, pendant 3 ans, je vais faire le métier de chercheur et en faisant ce métier, je vais apprendre la recherche. Et donc, une thèse de doctorat va donner vraiment le titre de docteur. Alors, pour ce qui nous concerne en biologie santé, thèse de docteur en sciences, mais ça peut également concerner d'autres disciplines, bien entendu, docteur dans les sciences humaines et sociales, etc. Mais ça veut dire 3 ans de doctorat, alors que la thèse d'exercice, c'est finalement juste un exercice de bibliographie, un texte qui est rédigé quand même, mais qui est beaucoup moins important que la thèse de doctorat et qui donne droit à être docteur ou pharmacien ou dentiste. Par bibliographie, ce que veut dire John, c'est une sorte de rapport sur des documents, des recherches qui ont été faites par d'autres personnes. Mais finalement, c'est juste une récapitulation de quelque chose qui existe et pas un nouveau travail sur des recherches nouvelles. Complètement. D'accord. Donc voilà, sur cette photo, on voit la remise des diplômes de l'année dernière, qui a eu lieu en janvier 2019, qui s'est tenue donc à l'Opéra Comédie. Donc chaque année, il y a plusieurs centaines de docteurs, de nouveaux docteurs qui sortent de l'université de Montpellier. Alors quelques petits mots sur comment est organisé finalement ce diplôme. Donc, comme je vous l'ai dit, les écoles doctorales, elles sont au nombre de 6, avec l'université de Montpellier comme établissement principal porteur. Sciences chimiques et biologiques pour la santé, I2S, droit et sciences politiques, CBS, chimie, donc l'école doctorale sciences chimiques Ballard, l'école doctorale droit, économie, gestion, et l'école doctorale Gaïa, donc qui regroupe beaucoup de thématiques: biodiversité, agriculture, alimentation, environnement, terre et eau. Et ce sont les écoles doctorales qui organisent les admissions, donc qui finalement assurent l'admission de nouveaux doctorants au sein de ces formations-là, et qui assure tout le long, pendant les 3 ans, qui assure le suivi du doctorant et qui assure aussi sa formation en proposant
comme l'a dit Maëva, des formations complémentaires. Le collège doctoral, lui, en l'occurrence le collège doctoral de l'Université de Montpellier, assure tout ce qui est formation transverse et qui ne sont pas dispensées directement par les écoles doctorales. Il s'agit par exemple de formations dédiées à la communication, à l'insertion professionnelle, à la médiation scientifique, mais également au travail sur soi, à la maîtrise du langage, de la communication, etc., etc. Ces écoles doctorales, évidemment, ont un établissement principal qui est l'Université de Montpellier, mais également ont des établissements co-accrédités, notamment l'Institut Agro, INT Mines d'Alès, donc enseignement à l'école des Mines d'Alès, l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, Agro Paris-Tech, et même l'Université Montpellier 3, Paul Valéry. Et donc l'Université de Montpellier est également lui-même un établissement co-accrédité, non pas établissement principal, pour d'autres écoles doctorales, en particulier l'école doctorale Sciences du mouvement humain, l'école doctorale Langue, littérature, culture et civilisation, et enfin l'école doctorale Territoire, temps, société, développement, qui elles sont portées par d'autres établissements. Vous voyez qu'il y a une très très grande diversité de recherches qui se reflètent évidemment par la formation doctorale. Alors, la question numéro 2 à laquelle on va essayer de répondre, c'est où est-ce qu'on fait la recherche et finalement où est-ce que travaillent les chercheurs et où est-ce que vont travailler, par voie de conséquence, les doctorants qui réalisent leur thèse dans les laboratoires de recherche. Alors, la recherche, en France, s'effectue dans les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche pour la recherche publique, mais également dans les entreprises pour ce qui est de la recherche privée. On trouve beaucoup de recherches, notamment dans les petites entreprises et dans ce que Bénédicte a appelé des startups, donc des entreprises qui émergent parce qu'elles sont très innovantes. Je sais pas, Bénédicte, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur justement cette capacité à faire de la recherche dans les petites structures et nous dire peut-être aussi en quoi le territoire au niveau de l'Occitanie est riche à ce niveau-là? Oui, bien sûr. Alors en fait, donc, une start-up, effectivement, c'est une toute petite société. En général, au démarrage, il y a une personne, c'est-à-dire l'entrepreneur, celui qui va créer la start-up. Alors quelquefois, ils sont plusieurs fondateurs. Et en fait, cette petite société, en général, elle se crée sur la base, généralement, d'une innovation technologique. Et cette innovation technologique, elle peut venir effectivement des laboratoires de recherche. Elle peut venir également de sociétés privées, puisqu'il y a des personnes des sociétés privées qui quittent leur société, voilà, les grandes sociétés, pour créer des startups. Alors, ce qui est intéressant sur Montpellier et même sur la région Occitanie, c'est qu'il y a énormément de soutien à la création de startups, que ce soit par les régions ou par les métropoles d'ailleurs. La métropole de Montpellier est très active. Et puis, bien évidemment, au niveau national, il y a des soutiens énormes au niveau financier, mais également dans la formation, et certains docteurs ou doctorants, donc doctorants qui sont en cours et qui sont en train de faire leur thèse, docteurs qui ont déjà eu leur diplôme de doctorat, se forment. Il y a également beaucoup de formations qui sont mises en place pour pouvoir éventuellement devenir le futur créateur d'une start-up et pour pouvoir éventuellement du coup valoriser l'innovation ou les recherches qu'ils ont fait pendant leur thèse. Voilà, la région est très très active là-dessus. Ça se concrétise par notamment un certain nombre d'incubateurs. Donc, des incubateurs, ce sont des entreprises, enfin des sociétés qui aident les entreprises, qui éventuellement aussi leur donnent un local pour s'implanter et pour se construire, et chez qui il y a des conseillers et qui vous aident à créer votre start-up. Voilà, donc ça, il y a beaucoup d'incubateurs sur Montpellier. Je pense que peut-être certains étudiants en ont déjà entendu parler, voilà, qui sont gérés par les métropoles et par la région. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est le but de cette diapositive aussi, c'est de vous expliquer finalement ce qu'est un laboratoire de recherche. C'est un petit peu compliqué, donc je vais passer peut-être une petite minute à vous le décliner. En fait, une structure de recherche, c'est une entité qui donne un cadre de travail et qui permet de mutualiser un certain nombre de ressources, notamment des locaux, c'est-à-dire pratiquement des murs pour travailler, mais aussi de l'équipement, mais qui va donner aussi un cadre, une direction générale aux chercheurs.
En gros, il va y avoir des structures de recherche, des instituts de recherche, des laboratoires de recherche qui vont se dédier à une thématique donnée ou à une question scientifique donnée. On pourra citer par exemple l'Institut des biomolécules Max Mousseron, dont je fais partie, ou l'IRMB, dont fait partie John DeVos. Chaque institut va avoir une spécialité, un cadre, et cet institut-là, à l'intérieur de ces locaux, vont travailler des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des personnels qui peuvent être affiliés à plusieurs, ce qu'on appelle des tutelles. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un institut de recherche avec des gens qui appartiennent et qui sont payés par cet institut de recherche. On va avoir un institut de recherche, une structure de recherche dans laquelle vont participer des gens qui vont être payés par différents organismes, différentes tutelles. Pour reprendre l'exemple de l'Institut des biomolécules Max Mousseron qui s'occupe de faire de la recherche en chimie dans le domaine des biomolécules, eh bien il a 3 tutelles, hein, l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier, l'Université de Montpellier et le CNRS. Alors, je ne sais pas si vous pouvez dire les uns les autres un mot sur vos propres instituts de recherche. John, par exemple. Oui, tu l'as cité. Moi, je travaille. Alors, pour ce qui est de ma recherche à l'Institut de recherche en médecine régénérative et en biothérapie, l'IRMB. Alors, justement, je voulais quand même aussi rajouter que, avec le métier un peu particulier que je fais, qui est hospitalo-universitaire, je vais jongler entre différents endroits. C'est-à-dire, il y a le laboratoire hospitalier où je vais avoir une activité hospitalière où on prépare les cellules pour les patients. Je vais aussi parfois aller à la faculté de médecine pour donner des cours. Je vais aussi parfois aller à l'incubateur Cyborg sur aussi le campus Saint-Éloi parce que c'est là qu'il y a les 2 startups dans lesquelles je suis impliqué. Et puis pour l'IRMB, c'est vraiment là que se réalise ma recherche. Alors à quoi ça ressemble très concrètement? Ça va être rencontrer l'équipe. Il y a actuellement 2 doctorants, c'est des petites structures, hein, c'est des équipes au sein de l'institut. Il y en a toute une ribambelle. Et donc ça va être un étudiant en thèse, ça va être un ingénieur, ça va être une technicienne. Et ensemble, on va voir comment se progressent les différents sujets de recherche, quels sont les problèmes qui sont rencontrés, comment les résoudre. Je peux aussi aller en laboratoire de culture, qui est un laboratoire particulier où on rentre une fois qu'on s'est habillé pour protéger les cultures. Après ça, c'est pour se protéger soi-même si jamais les cultures étaient dangereuses. Ça peut arriver lorsque, par exemple, on manipule des virus. Et je peux aller voir les cultures, à quel moment ils en sont et si c'est prometteur. Donc ça va être discuter avec l'équipe, aller voir des expériences qui sont en cours et aider aussi les autres, puisque c'est mon rôle de superviseur de l'équipe à résoudre leurs problèmes. Et au niveau des tutelles, John, les gens qui travaillent dans l'Institut de médecine régénérative et de biothérapie, ils viennent de quels organismes? Alors ça va être, là aussi, il y a plusieurs tutelles. Alors les 3 grandes tutelles, c'est le CHU, l'INSERM et l'université. Mais il y a également des personnels du CNRS qui y travaillent. Voilà, c'est les 4 tutelles principales quand même qui sont engagées au niveau de l'IRM. Et Valérie, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'endroit où tu fais ta recherche? Oui, moi je fais ma recherche dans une UMR qui s'appelle GEO, c'est Gestion, Eau, Acteurs, Usage. C'est donc une UMR telle que tu l'as décrite. Les tutelles, ça va être le CIRAD, l'IRD, l'INRAE, Montpellier Supagro et AgroParisTech. Et donc si vous avez bien suivi, moi je suis personnel Université de Montpellier et ça fait pas partie des tutelles, mais simplement on passe par un contrat. Et ce contrat stipule que j'ai le droit de faire ma recherche aussi dans une UMR qui n'a pas l'université comme tutelle. Donc on a une grande liberté. C'est pareil, j'ai des collègues du PRGM qui sont aussi dans cette unité. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on est issus de différentes disciplines. En fait, c'est une des rares universités un des rares laboratoires qui travaille de façon pluridisciplinaire sur la gestion de l'eau, la gestion intégrée et adaptative de l'eau. Donc on a vraiment, tu parlais tout à l'heure de sciences dures et de sciences humaines et sociales, là on a vraiment tout ce public-là qui va se retrouver, des chercheurs pour traiter de ces questions-là. Et c'est une UMR qui est membre du Centre UNESCO de Montpellier, qui lui-même est porté par l'Université de Montpellier. Donc finalement, ça a l'air très compliqué, mais au final, voilà, ce qu'on retient, c'est qu'on travaille tous ensemble. Alors, l'acronyme voilà. UMR, ça veut dire unité mixte de recherche, et le mixte, c'est justement parce qu'on mélange des personnels qui sont payés par différentes structures. Et vous voyez que finalement, ces instituts de recherche, ils donnent un cadre, hein, ils donnent une direction, ils
permettre aux gens de se regrouper autour d'une même thématique pour réaliser ensemble leur recherche. On le verra autour des exemples qu'on va donner, mais les activités de recherche, c'est très très souvent, si ce n'est dans la majorité des cas, des activités collectives en groupe. Et donc on a besoin des structures de recherche, de ces instituts, de ces laboratoires pour pouvoir rencontrer les gens, mettre ensemble les techniques, mettre ensemble les forces, les équipements et les savoir-faire pour réaliser la recherche. Et donc c'est au sein de ces structures-là que l'étudiant en thèse va pouvoir lui-même réaliser sa recherche. Est-ce que tu peux du coup nous en dire aussi un peu plus sur l'endroit où tu fais ta recherche, Maëva? Donc moi, je réalise ma thèse au sein de l'Institut des biomolécules Max Mousseron, donc de l'IBMM, et je suis mon employeur est le CNRS. Et par contre mon contrat doctoral est fait avec l'Université de Montpellier. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre au départ, mais on s'y fait vite. Pour faire simple, c'est les écoles doctorales et l'université et le collège doctoral qui assurent ta formation. Donc évidemment, tu es inscrite à l'université comme une étudiante, mais en revanche, tu as un employeur, tu es payé, et donc ton salaire, tu le reçois du CNRS. Oui. C'est pour ça que tu as ces deux appartenances-là. Exactement. Alors, je vais vous donner maintenant quelques chiffres concernant l'insertion professionnelle. Donc là, ça concerne évidemment les lycéens qui seraient intéressés pour faire de la recherche, mais aussi les parents. Finalement, qu'est-ce qu'on fait après un doctorat, après 3 ans au moins dans un laboratoire de recherche? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un taux d'insertion professionnelle qui est excellent. 94% des doctorants trouvent quelque chose après 36 mois. Et parmi eux, 57% sont en CDI. La majorité, évidemment, sont des cadres A. Donc, ça veut dire que le doctorat est un diplôme qui prépare vraiment à des responsabilités, que ce soit dans la recherche ou dans autre chose. Mais en tout cas, c'est un diplôme qui est en adéquation avec des hauts niveaux de responsabilité. Et si on demande aux doctorants de noter a posteriori l'adéquation qu'ils ont avec l'emploi qu'ils occupent après 36 mois et le projet professionnel qui se faisait, finalement la moyenne est de 15/20. Donc ils sont globalement satisfaits d'être passés par une thèse pour réaliser leur projet professionnel. Et on retrouve la même note d'ailleurs, 15/20, pour l'adéquation, l'image qui se faisait entre l'emploi et le diplôme de doctorat. Donc vous voyez que finalement dans la plupart des cas, ils sont satisfaits d'avoir obtenu ce diplôme-là pour occuper les fonctions et le métier qu'ils exercent. Ce qu'il faut remarquer, et ça c'est très important, la période de doctorat du doctorat est une période importante aussi pour faire son réseau, pour tisser son réseau, parce qu'on le voit là, un quart des emplois qui sont occupés par les jeunes docteurs sont issus de contacts qu'ils ont noués pendant leur thèse, au cours de la formation, au cours de leur voyage, au cours de leur collaboration. Donc c'est très important, c'est un moment aussi où on va construire son avenir. Et ce qui est important aussi, c'est que presque un tiers des docteurs se sont dit avoir été sont concernés par la création d'entreprises. Par exemple, ils ont suivi des formations pour savoir comment créer une entreprise, pouvoir mobiliser de l'argent, des ressources, savoir comment il fallait procéder. Et un nombre important, 7% d'entre eux l'ont créé après 36 mois. Donc ça, c'est des chiffres qui sont assez intéressants. Alors, quel est le salaire moyen? Alors, c'est une grosse moyenne, ça varie énormément, déjà en fonction des pays dans lesquels vous allez exercer, et puis en fonction des secteurs. Mais en moyenne, c'est 2582 €. C'est la rémunération mensuelle nette, prime incluse pour des emplois à plein temps en France. Alors évidemment, dans le secteur public, on est un petit peu au-dessous du secteur privé, qui est beaucoup plus variable. On commence à environ 2000 € brut par mois pour un chercheur qui vient de commencer ou un maître de conférence qui débute, et on peut aller à 3000 € par mois pour un professeur d'université ou un directeur de recherche en début de carrière. Et dans le secteur privé, évidemment, ça varie suivant les responsabilités. Si on est simplement dans un bureau d'études en tant que ingénieur, ou si on est responsable d'un laboratoire ou responsable de projets de développement, le salaire est évidemment pas du tout le même, va avec les responsabilités. Alors, au niveau de la répartition géographique, on va commencer par une diapo qui va vous montrer que finalement,
lorsque nos doctorants issus de l'Occitanie, enfin de l'université de Montpellier pour le cas, restent en France, eh bien à un tiers d'entre eux restent en région Occitanie, hein, et 43% d'entre eux sont employés dans une entreprise privée. Donc ça tord un petit peu le coup à l'idée que finalement, je sais pas si vous aviez cette idée-là, mais moi dans mon entourage je l'entends, que finalement le doctorat prépare surtout à travailler dans le public. C'est pas vrai. On voit que 42% exercent par contre dans la fonction publique d'État, c'est vrai, et 9% dans une entreprise publique, et près des 3/4 travaillent dans des entreprises ou des structures de plus de 50 salariés. Donc on voit c'est en général des grandes structures. Dans quel secteur? Sans surprise, hein, plus de la moitié reste dans le domaine de la recherche et développement ou de l'enseignement. 18% des activités scientifiques ou techniques hors recherche. Par exemple l'informatique, la communication, les technologies de l'information, 7% dans les activités de santé humaine et action sociale, et 6% dans le juridique, dans le comptable et dans les domaines de conseil de gestion. Au niveau de la répartition à l'étranger, 35% des docteurs partent travailler à l'étranger, 40% d'entre eux restent dans l'Union européenne, et parmi eux, 29% sont en postdoc. Alors postdoc, c'est un terme que vous avez entendu sortir de la bouche de pas mal d'entre nous, des gens des participants de cette table ronde. On appelle postdoc finalement une expérience qu'on réalise immédiatement après son doctorat, souvent à l'étranger d'ailleurs, mais pas obligatoirement, hein, qui permet finalement d'être chercheur contractuel. Donc on a une sorte de CDD pendant 1, 2, 3 ans. On peut changer plusieurs fois, qui permet d'acquérir des compétences complémentaires avant de se stabiliser et d'avoir son emploi un peu plus définitif. C'est pour ça que quand on fait une enquête sur les doctorants à 36 mois, c'est-à-dire après 3 ans, beaucoup d'entre eux encore sont en postdoc parce que c'est presque un passage obligé pour améliorer, affiner ses compétences en recherche. D'ailleurs, j'en profite pour laisser la parole à mes collègues s'ils veulent rebondir là-dessus sur peut-être leur propre expérience en postdoc ou ce qu'ils pensent, ce qu'ils peuvent dire à propos de ces expériences qu'on fait immédiatement après la thèse. Je veux bien prendre la parole, mais en réalité, je suis le contre-exemple absolu puisque immédiatement après ma thèse de sciences, donc d'abord la thèse de médecine, puis la thèse de sciences, j'ai continué à faire de la recherche, mais localement à Montpellier. Donc finalement, moi, j'ai pas réalisé de postdoc à l'étranger, mais effectivement, avant d'être embauché, j'ai encore travaillé un petit peu en recherche avant de concourir pour les concours. Peut-être je laisse la parole. Allez, Valérie, Bénédicte. Oui, pareil pour moi. Je suis pas non plus passée par la case étranger formellement sur tout un CDD. D'abord, j'ai travaillé dans un bureau d'études juste après ma thèse en R&D, donc à Artelia, qui s'appelait Saugré à l'époque. Et ensuite, j'ai travaillé au CNRS sur un postdoc, on va dire, mais au CNRS à Toulouse, au CESBio, dans un laboratoire de recherche. Qui était un CDD de plusieurs années on était chef de projet en fait sur un projet interdisciplinaire qui regroupait plusieurs labos, et c'est là que j'ai décidé de passer les concours et que je suis rentrée à Montpellier. Voilà. Maëva, est-ce que tu envisages de faire un postdoc? Si oui, où? Pourquoi? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Je rappelle que tu es en 3e année, c'est-à-dire tu vas probablement soutenir ta thèse en 2021. Donc après, il faudra que tu réfléchisses à ce que tu vas entreprendre. Oui, c'est effectivement une chose à laquelle je commence fortement à réfléchir. Donc pour le moment, pour ma part, je partirai sur un postdoc à l'étranger pour avoir une expérience justement à l'étranger, voir un peu le monde de la recherche dans un autre pays. Pouvoir aussi développer des compétences plus solides au niveau notamment de l'anglais, voire d'autres langues. C'est vrai que on s'en rend pas forcément compte, mais quand on est en doctorat, on a l'opportunité, la chance de faire des collaborations avec différents laboratoires qui sont internationaux, et même d'avoir d'autres thésards au sein de notre labo qui vont être internationaux. Donc ça, c'est vraiment une chance pour nous. Et ensuite, donc le postdoc, à la suite d'une thèse, est une expérience, à l'étranger, comment on pourrait dire ça,
c'est une opportunité assez simple pour nous d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Donc moi, pour ma part, oui, j'aimerais faire un postdoc. Où ça, pour le moment, j'ai pas trop d'idées encore. Et ensuite, pour quel métier? Donc ça, c'est plus compliqué, mais c'est ça dont public, industriel, ça c'est encore une question qui reste assez floue. Mais je pense qu'il faut pas trop se stresser avec ça à votre niveau et même au mien. L'idée, c'est de montrer justement que toutes les portes sont ouvertes. Hein. C'est pas Oui. pas un entonnoir. Hein. Le doctorat, il ouvre vers de multiples choix et au contraire, il laisse le choix à tous et à toutes de pouvoir affiner son parcours, qui peut changer de voie d'ailleurs plusieurs fois dans les années qui suivent son doctorat. Donc c'est pas une voie de garage, loin de là, et c'est pas une voie sens unique. Il y a plein de portes, hein, comme on le verra dans les minutes qui viennent. Alors oui, juste, hein, je voulais peut-être, est-ce que Valérie, tu pourrais nous dire un mot de ce que c'est ATER? Tu vois, j'ai Oui. dit que un certain nombre d'étudiants, après avoir passé leur thèse, obtenaient un poste d'ATER, en particulier ceux qui sont intéressés par l'enseignement. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus? Oui, ATER, ça veut dire attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche. Donc, c'est un CDD, le plus souvent de 1 an, qu'on peut faire soit à temps plein, soit à mi-temps. Et c'est un CDD qui correspond au métier d'enseignant-chercheur, donc de maître de conférence, mais c'est avant d'être réellement titulaire et d'avoir passé un concours pour obtenir ce poste-là. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a plein d'autres chiffres super intéressants pour les familles et pour les lycéens les plus motivés. Vous pouvez tout ou presque savoir sur le site du SKIO-IP, qui est très très bien fait, donc de l'Observatoire du suivi de l'insertion professionnelle des étudiants. Donc vous pouvez aller sur le site de l'Université de Montpellier et retrouver notamment les publications du ministère, mais aussi des enquêtes qui sont très bien faites, avec une belle infographie sur quel avenir avec un doctorat, quels employeurs, quel emploi après un doctorat. Donc je vous laisse consulter le site si vous êtes intéressé. Donc, juste un petit focus sur quelques métiers après le doctorat. Comme on vous l'a dit, certains étudiants se destinent à travailler dans le domaine de la recherche publique. Donc, dans ce cas-là, il faut passer des concours. Pour être maître de conférence, comme l'a dit Valérie, il y a un concours à passer. Donc, d'abord, il faut déposer une candidature. Au Conseil national des universités. Donc c'est un dossier qu'il faut remplir, qui va juger du fait que votre expérience en termes de recherche est suffisamment reconnue pour avoir le droit de postuler comme enseignant chercheur au sein d'une université. Dans ce cas-là, vous devez passer un concours et donc être classé premier pour avoir le poste. Il y a également des concours qui sont similaires dans les grands organismes de recherche, hein, CNRS, INSERM, etc., etc. Et donc là aussi, il faut postuler, passer le concours avec des oraux. C'est extrêmement sélectif et difficile, mais c'est pas impossible. Et donc il arrive fréquemment que les docteurs qui désirent passer ces concours s'y prennent à plusieurs fois avant de décrocher leur poste, hein, dans des organismes de recherche ou en tant qu'enseignant-chercheur. On pourrait faire un petit focus sur un métier un peu particulier que John peut nous présenter, le métier d'hospitalo-universitaire. Alors, John nous en a parlé au travers de sa propre expérience en quelques mots au début, mais je ne sais pas si tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, bon, déjà pour dire que c'est un métier un peu plus particulier, c'est quand même une possibilité parmi la grande palette, ça a été dit, des métiers des docteurs en sciences. Donc là, c'est être à la fois docteur en médecine ou en dentiste, en odontologie, c'est-à-dire les dentistes, ou bien en pharmacie, parce qu'il y a aussi des hôpitaux universitaires qui sont pharmaciens de formation, et à la fois, donc, un de ces diplômes, et à la fois docteur en sciences. Et vous avez 2 niveaux, comme souvent, maître de conférence et praticien hospitalier, et puis professeur d'université et praticien hospitalier, respectivement MCUPH et PUPH. Alors, il y a des hôpitaux universitaires dans tous les domaines de la médecine, hein, cardiologie, ORL, je vous ai mis quelques exemples, mais ils sont très nombreux, y compris les labos de biologie, les radiologues, etc. Souvent, alors, il y a une triple mission, c'est ça qui est très particulier. Il y a à la fois la recherche,
ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais également l'enseignement. Et donc c'est un métier d'enseignant-chercheur. Mais en plus, il y a la troisième casquette qui est le médecin. Et donc le médecin, c'est à la fois les soins, alors soit les soins directement au sein du patient, hein, par exemple si vous êtes cardiologue, mais ça peut aussi être des soins indirects en biologie. Par exemple, moi qui suis responsable d'un département où on manipule les cellules et les greffons, je vois pas les patients directement, mais je sais que mes greffons vont aller pour des patients qui ont besoin de ces greffons. Et puis, c'est aussi, comme souvent pour tous ces métiers à responsabilité, ça a été évoqué par Gilles Subra, une gestion d'équipe. Et souvent, finalement, le PUPH est aussi chef de service. Et là, vous voyez la photographie du service qui a posé récemment. Donc, et ces trois missions, soins, enseignement, recherche, se fécondent mutuellement. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en faisant la recherche, on est meilleur soignant et meilleur enseignant, et réciproquement, si on est soignant, on est meilleur chercheur en médecine, et on est meilleur enseignant, etc. Et tout ça, ça aboutit à des innovations qui peuvent être brevetées et qui peuvent amener à la création de start-up. Encore une fois, c'est petites et jeunes sociétés très innovantes. Et ça a été le cas pour plusieurs des innovations qui sont issues de mes travaux de recherche. Ouais, voilà Merci, voilà ce que John. je voulais dire, oui. Justement, on verra un peu plus en détail et puis Valérie nous en parlera le métier d'enseignant-chercheur, mais je propose de rebondir sur ce que John DeVos vient de dire et vous parler justement maintenant des métiers de l'innovation, du transfert, de la valorisation auxquels on peut prétendre lorsqu'on a un doctorat. Et là, je vais laisser la parole à Bénédicte. Oui, merci beaucoup. Oui, en fait, c'est vrai que Gilles et John viennent de présenter un petit peu comment on peut devenir chercheur ou comment on peut devenir maître de conférence ou comment on peut devenir praticien hospitalier, universitaire. Enfin, tous ces métiers qui finalement sont des métiers de la recherche, mais plutôt dans l'académique, donc dans la recherche publique. Il faut savoir que les activités de R&D en France, déjà on a vu, il y a plein de disciplines différentes. Ici vous avez un petit graphe où vous voyez que voilà, il y a des sciences humaines et sociales, il y a des mathématiques, il y a de la biologie, on n'est pas que dans la médecine, il y a de l'agronomie, etc. Mais il faut savoir que ces activités de R&D, en fait, pour 60% des cas, il s'agit de chercheurs qui vont aller travailler dans des entreprises, donc finalement dans la recherche privée. Dans 40% des cas, ce sont des chercheurs qui vont être finalement dans des administrations, des établissements publics, comme Gilles les a présentés tout à l'heure. Et en France, on a quand même plus de 440 000 personnes qui travaillent dans la R&D, qui sont mobilisées dans la R&D. Donc la R&D, c'est recherche et développement. Donc c'est quand même des métiers sur lesquels il y a énormément de demandes sur le marché. Alors sur les différentes activités que l'on peut faire, les différents métiers dans la recherche et développement, on a bien évidemment des ingénieurs, des chargés de recherche, des chercheurs. Ça, c'est la même chose aussi bien dans la recherche publique que dans la recherche privée. Il y a des petites subtilités quelquefois dans la recherche privée, notamment quand on cherche un emploi, c'est vrai que on n'est pas forcément connaisseur des différents termes, des différentes missions que peuvent avoir les docteurs en entreprise. Et donc, on peut avoir, par exemple, des responsables de projets R&D ou des chefs de projet, c'est le métier que je fais actuellement d'ailleurs, ou des responsables de la veille scientifique et technique. Donc, ces personnes-là ont un doctorat, sont scientifiques et vont, pour les chefs de projet, gérer des projets à l'intérieur de la société, gérer le portefeuille de projets de recherche d'une entreprise, qui peut être une grosse entreprise ou une petite moyenne entreprise ou une start-up d'ailleurs. Et les responsables de veille scientifique et technique sont également généralement des docteurs qui vont en fait s'intéresser à ce qui existe déjà sur le marché dans leurs projets de recherche, à la concurrence et à toujours trouver des nouveaux sujets de recherche pour alimenter finalement le portefeuille de la société. Donc ça, c'est les métiers de la recherche et développement, surtout on va dire dans la recherche privée. Ensuite, on a un deuxième type de métier dans l'innovation et le transfert. Ce sont les métiers de la valorisation de la recherche. Donc, la valorisation de la recherche, c'est quoi? C'est aider une invention à devenir une innovation. C'est-à-dire une invention, c'est une idée. Voilà, j'ai une idée, je veux créer une brouette à 5 roues. Très bien, c'est une invention. En revanche, quand est-ce qu'elle devient une innovation, cette brouette à 5 roues? Si elle trouve un marché. Si elle n'a pas de marché,
elle deviendra jamais une innovation. On va pas la breveter parce que ça n'a pas d'intérêt et personne ne l'achète pas. Donc nous, ce qu'on va faire dans la valorisation de la recherche, c'est aider les chercheurs, les ingénieurs, les hospitalo-universitaires, les docteurs, les doctorants, même les étudiants, à faire passer une invention vers une innovation, c'est-à-dire donner de la valeur aux idées et aux sujets de recherche qu'ils sont en train de développer dans leur laboratoire. Il y a des sujets de recherche qui ne deviendront jamais des innovations et qui ne pourront jamais être valorisés. Il y en a d'autres qui, par contre, vont permettre de faire aboutir des projets vers des produits ou des services qui vont être innovants et qui vont arriver sur le marché. Donc moi, c'est un petit peu le travail que je fais aujourd'hui, puisque je suis chef de projet dans la valorisation de la recherche publique. C'est-à-dire que je suis à l'interface entre la recherche académique, ce qui est fait dans les laboratoires de recherche, et la recherche privée, c'est-à-dire ce qui va pouvoir être appliqué dans cette recherche académique. Donc en fait, les différentes missions, elles sont assez faciles à comprendre. C'est que on va aller dans les laboratoires de recherche, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui est fait, on va évaluer si ces recherches, ces technologies peuvent être appliquées concrètement sur un plan industriel, si ça peut intéresser le marché, évaluer le coût de la production, du développement, le coût éventuellement également de l'achat pour l'utilisateur final, et on va essayer de trouver des partenaires pour nous aider à développer cette innovation et qu'elle arrive jusqu'à son marché et transférer la technologie vers un industriel intéressé. Voilà. Donc ça, c'est le management de l'innovation, les chargés de projet en valorisation. Et dans ce contexte également, on a, disons, un intérêt, l'opportunité de pouvoir discuter avec les doctorants, ceux qui sont, ou les docteurs qui ont déjà eu leur thèse, afin de les aider et de les orienter, s'ils le souhaitent, vers la création des startups. On l'a dit tout à l'heure, donc c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a beaucoup de soutien, aussi bien au niveau, je l'ai dit tout à l'heure, de la région, mais aussi en national, pour aider les doctorants et les docteurs, donc qui peuvent être post-doc ou autres, à créer des startups pour valoriser, justement, c'est la valorisation de la recherche qu'ils ont fait pendant leur thèse. Voilà. Et enfin, il y a un troisième type de métier que l'on peut faire quand on a un doctorat ou une thèse. Ce sont des métiers à plusieurs compétences. Donc, j'ai inscrit ici les métiers à double compétence, mais il y a des personnes qui se forment tout au long de leur vie et qui finalement sont multicompétentes. Donc, j'ai mis double compétence, mais c'est vrai que ça peut être triple ou quadruple. Alors, on a un métier très important dans la recherche privée et dans la recherche publique, qui sont les ingénieurs brevets. Qui aident en fait à déposer des demandes de brevets. Donc c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Alors les brevets, c'est quoi la propriété intellectuelle en général? Parce qu'il y a d'autres types de propriété intellectuelle que les brevets, mais les brevets, c'est ceux dont on entend tout le temps parler finalement. Les brevets, c'est l'indicateur finalement de l'innovation. Il faut savoir que la France, c'est quand même un pays qui est hyper innovant. On est depuis des années et des années premier ou deuxième demandeur de brevets en Europe, en général derrière l'Allemagne, et on est quand même toujours dans les 10 premiers au niveau international. Donc on dépose beaucoup de brevets en France, on est très innovant et on est reconnu pour ça, aussi bien dans le domaine médical, dans le domaine aérospatial, de l'automobile, et depuis 2018-2019 également, il y a une énorme croissance, et on l'a vu dans un graphe un peu avant, il y a une très très forte croissance dans les technologies numériques, notamment l'intelligence artificielle dont tout le monde entend parler, avec un certain nombre de dépôts, notamment de logiciels. Voilà. Alors ça, ce sont les ingénieurs brevets. Les ingénieurs brevets, ce sont ceux qui vont aider à écrire, rédiger et suivre un brevet tout au long de sa vie. Et puis, bien évidemment, on peut se former toujours pendant sa thèse ou après à d'autres métiers pour avoir, en plus de sa compétence scientifique, une compétence transversale. Donc, ça peut être une compétence de commercial, une compétence de communication. Il y a tout type de compétences que l'on peut ajouter, juridiques également, par exemple. On peut faire de la formation quand on a un doctorat, on peut être consultant. Enfin, il y a un certain nombre d'autres métiers, on peut pas tous les nommer aujourd'hui, mais c'est vrai que le doctorat, c'est pas seulement devenir chercheur. Le doctorat, c'est s'ouvrir un spectre d'opportunités avec des compétences qui sont hyper importantes
et qui vont permettre, en fait, au fil de l'eau et de ses envies personnelles, de pouvoir se réorienter dans différents métiers et de pouvoir aller finalement trouver celui qui nous convient le mieux, personnellement. Merci beaucoup, Bénédicte, avec 94% d'insertion au bout de 3 ans. Donc c'est pas une errance, hein, c'est justement des multiples chemins qui mènent à des métiers variés et passionnants, que permet justement le doctorat. Je vous avais promis qu'on vous ferait une sorte de visite flash et indiscrète des laboratoires de recherche et du quotidien des chercheurs. Alors, sur ces quelques diapositives, on va vous expliquer finalement qu'est-ce que fait un chercheur tous les jours. Donc, je vais m'aider de mes collègues pour pouvoir essayer de vous dresser un panorama assez rapide, puisqu'on approche bientôt de la fin de notre table ronde. Alors, le travail numéro 1 d'un chercheur, c'est de produire de la connaissance. Et pour ça, il doit rédiger des rapports. Alors, quand il est dans une entreprise privée, il le garde évidemment secret et il peut déposer un brevet. Mais des fois, il peut aussi faire comme les chercheurs publics, c'est-à-dire écrire et rédiger un article scientifique. C'est à cela qu'on reconnaît justement l'activité d'un chercheur et son activité, sa production, par le nombre et la qualité des articles qu'il va rédiger chaque année. Alors, un article scientifique, je vous en ai mis quelques-uns là, c'est rédigé la plupart du temps en langue anglaise pour que le monde entier puisse en bénéficier. Évidemment, ils sont publics, hein, tout le monde peut y accéder, bon an mal an au travers de bibliothèques ou d'abonnements. Et en tous les cas, ça permet à n'importe quel chercheur d'être au courant de ce qui se fait pour pouvoir lui-même réaliser sa recherche en se basant sur les travaux antérieurs et donc faire que la connaissance globale de l'humanité continue de progresser. Alors, comme on l'a vu, il peut aussi breveter ses travaux avant de les publier, bien sûr, avant de les rendre publics, si jamais il juge que ça peut être intéressant pour créer un produit, une entreprise. Il peut aussi participer à la création d'une entreprise. Et un gros travail des chercheurs, c'est aussi de diriger et d'encadrer des gens comme Maëva, c'est-à-dire en thèse de doctorat. Il encadre aussi d'autres étudiants en master ou en licence. D'ailleurs, quand les étudiants qui nous écoutent, quand vous serez à l'université, vous ferez des stages peut-être aussi dans des laboratoires de recherche et vous serez encadré par des chercheurs. Alors sur cette diapo, j'ai mis un des articles qu'a coécrit John DeVos pour vous montrer que un article scientifique, c'est un travail collaboratif. Il y a de multiples auteurs qui vont intervenir parce que chacun vient apporter sa pierre à l'édifice, sa pierre à la connaissance qui est dévoilée donc dans cet article. Est-ce que peut-être les uns les autres, en commençant par John, vous pourriez prendre la parole pour donner quelques aspects de ce qu'est un article scientifique, pourquoi c'est important et qu'est-ce qui le distingue finalement d'un article de journal normal? Oui, donc bon, tu l'as dit, une collaboration. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'auteurs que ce qu'on travaille dans notre petite équipe. Une publication en anglais, vous voyez déjà le titre, et tout l'article est écrit en anglais. Donc ça, il faut insister. Hein, le travail de chercheur est beaucoup un travail de lecture, parce qu'on va lire les articles des autres, de rédaction et même d'intervention à l'oral en anglais. Donc savoir manipuler l'anglais est un point important. Et ça, bien sûr, ça s'approfondit non seulement pendant les études, mais également en allant faire des stages, un travail de post-doctorat, comme ça a été évoqué, à l'étranger, si possible dans un pays anglo-saxon, pour bien affûter son anglais, mais également en s'intéressant à l'anglais au-delà de son travail, dans la lecture ou voire même quand on regarde des films. Ensuite, on voit, j'ai mis quelques images sur la droite, on voit que c'est un travail qui peut être de la bioinformatique, c'est-à-dire analyser des données, des data par de l'informatique, mais là, en l'occurrence, c'est des données de biologie, donc c'est de la bioinformatique. En bas, vous avez une image qui montre les résultats obtenus à partir de résultats d'expériences qui ont été faites sur des machines. En l'occurrence, c'est de la PCR. Je ne vais pas rentrer dans le détail, bien entendu. Ce qui a été évoqué par Gilles, c'est aussi en quoi c'est différent d'un journal comme Le Monde ou autre. C'est que ça va être un travail qui ne pourra être publié que s'il a été validé par les pairs, c'est-à-dire d'autres chercheurs, qui vont relire ce travail avant qu'il ne soit publié, qui vont le commenter, éventuellement faire des critiques,
en demandant à parfaire certaines expériences, à enlever certaines expériences ou en tout cas certaines conclusions qui, d'après ses lecteurs, ne sont pas valides parce que peut-être un peu trop hasardeuses, qu'il faudrait faire d'autres expériences pour confirmer. En tout cas, il y a vraiment un travail éditorial qui est fait en amont où on va affiner l'article et il ne sera publié que s'il est validé par des pairs. Et donc, alors, on va pas aller dans le détail, mais il y a différents journaux avec différents niveaux aussi de reconnaissance par les pairs, avec certains journaux qui ne publient que la crème en fait des recherches, si on peut dire, et puis toutes sortes de niveaux. Et en tout cas, pour publier un niveau bien reconnu par la communauté scientifique, ça passe par cette évaluation par d'autres chercheurs, et qui est pas facile. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on soumet une première fois, le travail revient dans la figure et il faut resoumettre après avoir modifié le travail. C'est exigeant. Et merci John. Et Maëva, est-ce que tu as déjà participé à la rédaction d'articles sur ton travail de thèse? Alors oui, moi j'ai déjà participé à la rédaction d'articles et de revues scientifiques. Alors c'est vrai que c'est aussi le but de la thèse, c'est apprendre à rédiger des articles scientifiques, car quand je serai chercheur, je l'espère, je serai amenée moi aussi à diriger des recherches et à rédiger ça. Donc pendant notre thèse, on recherche donc sur notre projet et le but, évidemment, comme tout chercheur, est de publier sur nos résultats. Donc ça, comme l'a dit Gilles Subra, c'est vraiment important puisque c'est chaque publication est un peu comme une brique que l'on apporte au monde scientifique et qui permet d'incrémenter la recherche globale, la recherche collective et la connaissance collective de chacun. Et merci beaucoup. Valérie, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les autres modes parce qu'on a parlé des publications, mais John l'a un peu évoqué, il y a aussi le fait qu'il faut savoir communiquer. Alors ça se fait au travers de congrès. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche? C'est un aspect important du travail de chercheur. Ah oui, le congrès, c'est une des plus belles parties du métier. Le congrès, par définition, il se fait à l'étranger. Alors parfois le congrès tombe en France, mais ça tourne en permanence. Et c'est l'occasion d'aller sur une période qui va être très courte, c'est quelques jours. On a un emploi du temps qui est très chargé, où tout le monde à travers le monde, tous les spécialistes de ce domaine-là viennent présenter leurs avancées, leurs travaux. Il y a énormément de doctorants qui participent à ça. C'est très intéressant et de chercheurs plus chevronnés. On va pouvoir parler simplement derrière un poster. On peut parler à travers une présentation comme on le fait là avec un support. Il peut y avoir des tables rondes. Il y a tout un tas de formats qui existent et qui vont permettre aux chercheurs du monde entier de partager leurs avancées, leurs idées, des fois juste leurs idées autour d'un concept, d'une philosophie, d'une façon de voir. Ça se fait beaucoup en recherche. Ça se fait aussi depuis peu en formation, mais aussi sur nos façons d'enseigner. On va trouver des congrès qui vont nous permettre de faire ça. Et voilà. Et en général, on passe bien 1 semaine à 10 jours au congrès. On prend de nouveaux contacts, et puis on sort de là. On peut monter des projets internationaux avec ces nouvelles rencontres, ces nouvelles personnes. C'est très riche, très intéressant. Tu me donnes l'opportunité justement de belle transition. Donc, le chercheur, il fait de la recherche, il rédige des rapports sous forme de publication, éventuellement des brevets, mais il passe aussi beaucoup de temps, comme tu l'as dit Valérie, à monter des projets. Et pour monter un projet, ça passe souvent par des réponses à des appels à projets. Donc le pays, la France, est organisé avec une agence nationale de la recherche qui va financer les projets de recherche, mais pour cela, c'est pas automatique. Il faut que les chercheurs puissent proposer un projet, et seuls les meilleurs projets reconnus par des experts qui sont eux-mêmes les chercheurs qui ne déposent pas de projet cette année-là, eh bien ces projets-là vont être financés. Alors il y a d'autres types de financements, on voit les ERC là qui sont des financements européens, mais il y a des financements qui viennent de fondations, par exemple de la FRM pour la Fondation pour la recherche médicale, Fondation ARC, l'association de la recherche contre le cancer, mais il y a plein de fondations diverses et variées, d'associations de patients dans le cas de l'interface avec la santé, mais de sources de financement extérieur. Il y a également les sociétés d'accélération de transfert de technologie dont fait partie Bénédicte, qui peuvent fournir un financement pour les chercheurs qui désirent valoriser, transférer leur travail pour en faire quelque chose d'innovant, quelque chose qui peut atteindre le marché. Donc ça fait
Pardon? Il y a la région Occitanie également qui participe énormément à la recherche en région. Tout à fait. Donc il y a les collectivités territoriales, les régions, les différentes échelles nationales ou supranationales, et puis les entreprises aussi qui peuvent financer des projets de recherche. Mais pour ça, le chercheur doit se projeter et écrire, être capable d'écrire, de proposer un projet, donc d'imaginer comment va se dérouler un projet pour qu'il puisse être financé. Alors là, on va faire un petit focus sur le métier un peu spécial qui est celui d'enseignant-chercheur. Donc, comme l'a dit Valérie, c'est finalement combiner tout ce qu'on a vu sur le métier de la recherche avec en plus le métier d'enseignant. Donc, c'est faire deux métiers pour le prix d'un, comme l'a dit Valérie sur cette diapo. Donc, je vais te laisser peut-être commenter ton quotidien, Valérie. Enfin, oui, c'est ça. Notre quotidien, tout à fait. Enseignant-chercheur. C'est ça. Ces deux métiers pour le prix d'un et l'image précédente, c'est l'image classique que l'on va trouver. D'ailleurs, c'était une des premières qui vient quand on fait les comptables enseignants-chercheurs. On voit l'enseignant dans l'amphi en train de faire ce que l'on appelle un cours magistral, donc il enseigne à ses étudiants. Et puis sinon, voilà, on le voit là en l'occurrence derrière un appareil, je ne sais pas trop ce que c'est, un microscope, je ne sais quoi. Ça peut être derrière un ordinateur ou sur le terrain en train de faire des expérimentations. Donc c'est la partie laboratoire et recherche qu'on simplifie comme ça. En fait, je trouve ça très réducteur comme vision. Et il y a vraiment le métier de chercheur que l'on vient de décrire, que l'on doit mener aussi théoriquement sur une mi-temps. Théoriquement. Après, bien sûr, on peut s'organiser notre temps comme on veut. Et l'autre partie, c'est la partie où on est enseignant. Et quand on dit on est enseignant, c'est très différent de ce que donc les jeunes là qui nous écoutent connaissent de leurs enseignants, qui sont enseignants à temps plein. Nous, on a 200 heures, en gros 200 heures sur l'année où on est en contact dans les salles de classe avec les étudiants. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et pour autant, ça nous occupe une mi-temps parce qu'il y a tout un tas d'autres choses qu'on nous demande de faire à côté de ça. Donc là, c'est la liste de ce qu'on nous demande de faire quand on est enseignant, si on en croit donc la fiche métier de l'étudiant, préparer de nouveaux cursus. Alors si je reste juste sur ça, c'est quoi préparer un nouveau cursus? Peut-être Gilles, tu peux passer à la diapo suivante. D'accord. Avec les photos, celle avec les photos. Voilà. Non, ça allait trop vite. Donc préparer un nouveau cursus, pour moi, voilà, c'est ça. C'est toutes ces choses-là. Donc ça veut dire déjà voyager, parce que quand on en décide d'enseigner, c'est pas parce qu'on est à l'université de Montpellier qu'on ne doit enseigner qu'à Montpellier. On a cette opportunité de pouvoir enseigner à travers le monde, mais si on veut enseigner ailleurs, il faut se poser la question sur un niveau master en particulier, quels sont les enjeux que l'on doit relever sur ce pays, quels sont les besoins en termes de formation, en termes d'offres, de métiers derrière. Donc tout ça, il faut qu'on l'analyse. Ça veut dire qu'on va sur le terrain, on va rencontrer les acteurs, les collègues enseignants aussi, on travaille ensemble, on collabore pour définir des maquettes, le contenu des cours. On n'a pas des manuels pédagogiques qui vont nous dire voilà ce qu'il y a dans ton programme de master de gestion de l'environnement. Ça marche pas comme ça. Ce sont les contenus des articles scientifiques qu'on vient juste de vous présenter qui vont nous permettre d'apporter du grain à moudre à la matière que nous, on doit transmettre ensuite aux jeunes qui sont en master. Donc le programme, il faut aussi le fabriquer et on le comprend chaque année en fonction des avancées. On doit le mettre à jour et on doit l'adapter aux nouveautés en termes d'innovation ou en termes de besoins aussi. Et puis, quand on est enseignant, il y a aussi tout un temps que l'on va passer proche des étudiants. Il ne faut pas croire que l'université, c'est un énorme truc et qu'on est perdu dedans. Je trouve qu'il y a des relations très fines qui s'opèrent entre les enseignants et les étudiants. Vous voyez, on peut aller courir ensemble, on peut faire plein de choses au-delà pour travailler, pour apprendre à se connaître et pour accompagner les jeunes dans leur projet professionnel. Voilà, ça c'est important et ça se fait tout au long du cursus et c'est une partie intégrante de notre métier d'enseignant, aider le jeune à trouver son projet professionnel. C'est le cas aussi pour John DeVos, puisque tu enseignes à la faculté de médecine, c'est ça? Tu as combien d'heures d'enseignement par an? Valérie parlait de 200 environ. C'est 200 minimum obligatoire, voilà, mais on va jusqu'à 300 souvent. Oui, alors pour les hospitaliers, il n'y a pas ce contingent obligatoire, puisqu'il y a la casquette supplémentaire hospitalière. Et donc, en pratique, moi, j'en fais une 60aine d'heures par an. Mais avec trois aspects différents. Oui, c'est ça, oui. Mais ce nombre d'heures est biaisé parce que
encore une fois, c'est pas là qu'on passe le plus clair de notre temps. Je veux dire, on va déclarer 1 heure de cours avec les étudiants. Dans les faits, on va être 10 heures avec eux parce que derrière, ils auront des questions, qu'on va se rendre disponible, on va avoir des projets avec eux. Enfin, voilà. Donc, c'est assez compliqué de compter. En tout cas, ça se fait pas tout en amphi, ça, c'est sûr. Oui, par exemple, préparer 1 heure de cours, c'est au moins 5 à 10 heures de préparation. Et comme vous l'avez dit, c'est des heures de cours qui changent chaque année puisque c'est basé sur la recherche et donc par essence la recherche évolue et donc il faut savoir se remettre en question en permanence. Peut-être Maëva, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ressemble ta vie quotidienne, parce que les chercheurs aussi au quotidien encadrent les étudiants en thèse, mais les étudiants en thèse aussi ont des choses à faire au laboratoire. Est-ce que tu peux nous décrire une journée type, par exemple? Donc le métier de thésard est assez varié aussi. Nous, on a un aspect qui est expérimental qui est très fort, vu qu'on doit vraiment faire beaucoup de recherches sur notre projet, avec le traitement des données en cours. Donc le temps que je vais passer en laboratoire est très conséquent. Et ensuite, on a aussi une casquette plus de rédaction. On va rédiger des rapports, on va essayer d'analyser nos résultats et de mettre en forme ce qu'on a trouvé et de rédiger notre thèse aussi. On a aussi également donc une partie de rédaction de publication qui est guidée donc par notre directeur de thèse. Tout ça est guidé vraiment par notre directeur de thèse. Et on a aussi l'opportunité donc de présenter nos résultats. Donc ça, c'est un peu le bonus aussi, donc de partir en congrès, de partir à l'étranger. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir. J'ai également pu partir avec dans des laboratoires avec lesquels on a collaboré pendant plusieurs semaines. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont très bénéfiques aussi pour nous. Et donc ensuite, on a aussi l'aspect donc de formation. Donc tout au long de nos 3 ans, donc on peut se former. Donc les formations, comme je l'ai dit précédemment, sont assez variées. Donc moi, par exemple, j'ai pu faire de l'enseignement, faire de l'enseignement à des licences de première année lors de travaux pratiques. On peut également, donc participer à faire part d'associations. On peut également donc se former à différents. Il y a vraiment un gros catalogue de formations proposées. Donc c'est vraiment 3 ans qui sont très variés, avec toujours le but donc de se former en tant que chercheur et de peaufiner notre projet, mais avec plein de compétences qui sont développées tout au long de la vie quotidienne de doctorant. Et comme tu l'as dit, Maëva, avec beaucoup d'heures de travail par semaine, souvent on ne le compte pas, avec un gros travail expérimental. Ça peut être un travail de terrain, ça peut être des interviews, ça peut être de la rédaction, ça peut être aussi des expériences scientifiques avec des machines, avec des produits, avec des animaux, des cellules, etc. Ça dépend de la discipline, mais un temps énorme passé à vraiment faire de la recherche pratiquement. C'est vraiment le premier point, le premier aspect de notre travail, c'est vraiment expérimenter, être sur le terrain pour répondre à notre question. Voilà, c'est la diapo de la fin, et donc c'est la dernière question que je vais ouvrir. Hein. C'est finalement quelles sont les qualités principales en tant que lycéen, que futur bachelier. Est-ce que si jamais être chercheur, poursuivre une thèse en doctorat vous motive, quelles sont les qualités qu'il faut avoir? Donc on a écrit quelques mots là, mais le plus simple peut-être c'est de faire un tour de table. Bénédicte, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais nous dire, à ton avis, quelles sont les qualités essentielles pour faire un bon chercheur, un bon enseignant-chercheur? Je pense qu'une des qualités essentielles, c'est quand même de savoir travailler en équipe. Alors, j'ai pas lu tout ce que tu avais mis, mais c'est vrai que voilà, outre le fait que tu travailles en équipe en interne avec ton équipe, ton laboratoire, tu vas aussi travailler avec les équipes du même institut, tu vas aussi travailler avec d'autres instituts, d'autres équipes à l'international. Et c'est une qualité qui est pour moi indispensable pour être un bon chercheur. Valérie, tu veux rajouter? Oui. Vous, lycéens, si vous voulez être chercheur ou enseignant-chercheur, là je retiendrai 2 des adjectifs qui sont à gauche. C'est 1, il faut être patient parce que c'est long.
Oui, ce sont de longues études, même si on a bien vu que le doctorat, ça avait beau être des études, c'était avant tout un métier. Et il faut être déterminé. Vous allez entendre, il y a peu de postes, c'est fermé, il y a plus de place. Vous allez forcément l'entendre. Mais on est là. On nous a tenu le même discours il y a quelques années. Donc, il faut être déterminé, il faut y aller, il faut foncer, il faut surtout pas se décourager. John? Et, moi, j'aurais dit passion, curiosité, soif d'apprendre et aussi envie de créer. Donc, la envie d'être créatif parce que il faut à chaque fois avoir des nouvelles idées. Parce que trouver des choses qui sont déjà en fait identifiées par d'autres, ça n'a pas d'intérêt. Il faut trouver des éléments qui sont inconnus. Donc, avoir des idées nouvelles, essayer de trouver, de défricher l'inconnu dans ce que. Donc, c'est pas facile parmi cette frontière de ce qui est déjà connu, essayer de trouver ce qui ne l'est pas encore. Et pour ça, il faut vraiment être passionné, très curieux et créatif. Et Maëva, alors, c'est quoi tes qualités qui ont fait que finalement tu as décidé de faire de la recherche? Alors, c'est question difficile, mais je pense que oui, c'est la curiosité, l'envie de comprendre quelque chose que je ne savais pas de base. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussé à partir dans la recherche. Voilà, surtout ça. Bon, je pense qu'on a bien résumé l'ensemble des choses. Si je devais peut-être rajouter quelque chose, je dirais que sans mentir, on doit faire les uns et les autres. On est convaincus de faire probablement les plus beaux métiers du monde. C'est pas donné à beaucoup de métiers de pouvoir être aussi libre que ce qu'on est, libre de choisir ce sur quoi on va faire notre recherche, libre de choisir la façon dont on va la mener, avec qui on va collaborer, dans quel cadre, les outils qu'on va utiliser. Chaque jour, c'est un défi nouveau, c'est presque un jeu de se dire qu'on va découvrir des choses nouvelles qui en plus peuvent servir à la société, peuvent faire progresser globalement la connaissance. Et donc c'est à la fois cette très grande liberté et surtout le côté stimulant de défricher des territoires inconnus, je pense, qui nous ont poussé les uns les autres à faire d'abord un doctorat et puis à nous investir dans les métiers de la recherche. Bon, j'espère que vous sortirez de cette table ronde qui est un peu plus longue que prévu, avec peut-être pas une idée claire, mais en tout cas des nouvelles étincelles. Nous espérons vous voir nombreux à l'université de Montpellier dans les années qui vont suivre, et pourquoi pas vous croiser un jour au sein de nos laboratoires. Voilà, je remercie tous les membres de cette table ronde pour cet échange, et puis je vous souhaite il est encore temps, je crois, une excellente année 2021 avec une belle réussite au baccalauréat pour chacune et chacun.